Bonjour à tous, 5e épisode de notre série de podcasts. Alors après un podcast numéro 4, 100% cadre, j'ai la chance d'avoir cette fois-ci un podcast numéro 5, 100% docteur. 3 praticiens qui me font le plaisir de venir aujourd'hui et je vais tout de suite leur passer la parole. Bonjour, monsieur le directeur. Donc, Driss Chaoui, je suis chef de service d'hématologie, chef de pôle de cancérologie. Nous avons noté depuis 1 an plusieurs directions et plusieurs projets. Ma question concerne le lien ville-hôpital. En particulier en cancérologie, nous avons des patients qui ont des maladies chroniques. Ils sont comorbides et avec le désert médical que nous avons aujourd'hui, quelle politique générale des liens avec le patient, des liens avec les professionnels de santé comptez-vous développer dans les prochaines années? Merci à vous. Vous posez une question d'actualité parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans les échanges, alors qui malheureusement est très souvent pris à travers le prisme uniquement des urgences, alors que normalement cette question de la relation ville-hôpital, je dis bien au niveau national, je ne passe pas spécialement au niveau d'Argenteuil, elle doit être abordée de manière un peu plus large. Et ça pose la question de savoir est-ce que l'hôpital doit se refermer sur lui-même ou est-ce qu'il doit s'ouvrir à l'extérieur. Ma conviction, c'est de considérer que l'hôpital public, de par sa taille, de par ses spécificités, doit être dans une volonté de s'ouvrir à l'extérieur. Et au-delà de s'ouvrir à l'extérieur, d'être un peu un maillon de la chaîne, mais un maillon assez fort de la chaîne. Alors le choix qu'on a fait à Argenteuil, c'est de structurer notre politique ville-hôpital à travers un certain nombre d'axes, en essayant de tenir compte de ce qu'est l'hôpital public. Premièrement, l'hôpital public, historiquement, a un rôle de formation. Or, ce que l'on sait, c'est que l'hôpital d'Argenteuil forme beaucoup, que ce soit du personnel paramédical à travers ses instituts, mais aussi et surtout à travers le personnel médical, non seulement à travers les internes, donc les diplômes français, mais aussi les diplômes de praticiens, diplômes étrangers. Et là, sur cet aspect-là, le choix qu'on fait avec la ville d'Argenteuil, c'est d'essayer de faire en sorte de montrer tous les dispositifs qui existent aujourd'hui d'accompagnement de la ville d'Argenteuil pour permettre à ces praticiens de s'installer sur le territoire d'Argenteuil et de lutter contre ce désert médical. Donc ça, c'est le premier axe qui est, on va dire, l'hôpital dans son rôle de formation. Ensuite, le deuxième axe, c'est que l'hôpital, c'est aussi et surtout un lieu de spécialisation et notamment un lieu de recours pour les praticiens qui sont en ville, qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas toujours la compétence. Et donc là, la vision qu'on a développée depuis plusieurs mois, qu'on essaie de développer en tout cas, c'est à la fois de favoriser un accès facilité de ces praticiens à nos praticiens en interne au sein de l'établissement, mais c'est aussi de nos praticiens d'aller vers ces praticiens de ville, à travers notamment, et on l'a vu récemment en pédiatrie, des EPU, donc ce qu'on appelle des enseignements post-universitaires, avec la volonté d'apporter un petit peu cette compétence, cette spécialisation qu'ils n'ont pas forcément, et c'est normal puisqu'ils sont plutôt sur un métier généraliste. Et après, le troisième axe de notre rôle en tant qu'hospitalier, ça concerne la volonté que nous avons d'être un peu, d'avoir un rôle de structuration des filières de prise en charge, avec notamment l'exemple typique que l'on donne, c'est Térisanté, qui va changer, mais c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui, avec la volonté que l'hôpital ne soit qu'une étape dans un processus de prise en charge et non pas le début et la fin. C'est vraiment une vision un peu globale des choses, et à tel point qu'en matière de recherche clinique notamment, on a décidé de s'associer avec la Fondation Santé Service, qui du coup fait des soins à domicile, et avec la volonté de développer des programmes de recherche, et notamment des programmes également aussi de prise en charge à domicile, et de favoriser les liens entre l'hôpital et la ville. Voilà pour les 3 axes qu'on a souhaité mettre en place à l'hôpital d'Argenteuil. Bonjour, Corinne Appéré, je suis chef de service de pneumologie, chef de pôle du pôle spécialité médicale à l'hôpital d'Argenteuil. Et aujourd'hui, c'est en tant que présidente de la commission d'éducation thérapeutique que je voudrais vous interpeller, monsieur le directeur. L'hôpital d'Argenteuil s'est engagé depuis de nombreuses années sur l'éducation thérapeutique pour permettre à nos patients qui ont une pathologie chronique de mieux vivre avec leur maladie, en mettant en place, en développant des programmes d'éducation thérapeutique qui sont autorisés par l'ARS. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 13, et en formant nos personnels à l'éducation thérapeutique aux 40 heures obligatoires.
Cependant, c'est une activité qui reste difficile à maintenir nos services parce que c'est souvent considéré comme annexe, ça prend beaucoup de temps. Pourtant, on est sûr que ça apporte une valeur ajoutée tant pour les patients que pour les soignants et surtout en termes de santé publique, c'est évident. Aussi, compte tenu de vos expériences antérieures dans d'autres établissements, comment voyez-vous l'élaboration, la promotion et le développement de l'éducation thérapeutique dans l'élaboration de notre projet médical actuel au sein de la reconstruction de notre hôpital? Le choix qu'on a fait là depuis de nombreuses années au sein de l'établissement, et plus particulièrement sur cette dernière année, parce qu'on l'a officialisé de manière très claire, c'est qu'on est parti du postulat suivant. Si on arrive à bien travailler sur nos process de prise en charge, si on arrive à être cohérent dans nos organisations de soins, alors la vertu appelant la vertu, tous les autres facteurs devraient suivre. Si on considère que, et j'en suis convaincu, que la question de l'éducation thérapeutique est un sujet majeur dans les mois et dans les années qui viennent pour justement améliorer cette prise en charge des patients, alors il faut qu'on se donne les moyens à l'hôpital de le réaliser tout en respectant deux choses. La première, c'est les aspects réglementaires, puisqu'il y a un certain nombre de validations, donc je ne peux pas aller outre des choses qui ne sont pas validées. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc c'est s'organiser pour que du coup les programmes soient cohérents et validés d'un point de vue réglementaire. Et puis après, le deuxième élément, ce sont les aspects financement, c'est-à-dire comment on arrive à assurer le financement de ces différents programmes. Alors, soit on est en capacité d'avoir des financements qui permettent d'avoir l'intégralité des dépenses générées par cette éducation thérapeutique assumée par l'agence, parce qu'on sait qu'on a des missions d'intérêt général dont la vocation est d'assurer ce financement. Mais même dans l'hypothèse où ça n'est pas financé, si on considère que c'est un axe important dans nos prises en charge, alors on doit s'organiser pour pouvoir assumer ce financement. Et donc, j'ai été interpellé il n'y a pas très longtemps, et de tête, je crois que c'est en diabéto, par le service de diabéto qui me disait nous, on aurait besoin d'avoir du temps identifié clairement dans nos organisations. Ce à quoi j'ai répondu de la manière la plus simple possible, qui est de dire indiquez-moi grosso modo quelle est la quantité de temps de travail nécessaire. Dites-moi comment ça s'organise dans vos processus de prise en charge des patients. Et ensuite, derrière, on trouvera les moyens d'assurer le financement de ce type de programme. C'est aussi, et donc là, l'équipe de diabéto m'a dit ok, donc on va de notre côté s'organiser pour tout écrire et valider. Donc moi, j'ai pas du tout de refus à ce type de programme. Je suis même plutôt favorable parce que je pense que l'éducation de nos patients, c'est d'aujourd'hui, sera l'éducation de ceux de demain et ceux d'après-demain. Et on améliorera, quoi qu'il arrive, nos prises en charge. L'avantage, c'est qu'on a aujourd'hui un mode de financement qui est identifié par l'agence avec des missions d'intérêt général qui peuvent nous permettre d'assurer une partie du financement. Et donc, on n'est pas sur un no man's land complet au niveau financier, parce que quand on est sur un no man's land, c'est parfois délicat parce que ça engage quand même beaucoup d'argent et il faut à un moment donné retomber sur nos pattes. Donc, moi, le message que je fais passer à l'ensemble des équipes qui sont concernées par l'éducation thérapeutique, c'est élaborer des programmes, faites-vous reconnaître ces programmes et derrière, on avance et on y va. Parce que je pense que c'est l'avenir de nos prises en charge hospitalières, comme tout un tas de nouvelles prises en charge qui émergent. Alors, elle n'est pas nouvelle, l'éducation thérapeutique, ça fait un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, elle prend un peu plus d'ampleur parce qu'on a arrêté de penser que la prise en charge s'arrêtait uniquement à l'aspect aigu des sujets et on est beaucoup plus sur une prise en charge globale. Et donc, ça fait écho à la question que le docteur Chaoui m'a posée tout à l'heure, avec l'idée d'avoir une vision beaucoup plus macro des sujets et pas une vision uniquement hospitalo-centrée de la problématique de comment on met en place une prise en charge de l'aigu de la pathologie. Avec également une limite, c'est qu'on est aussi concerné par notamment une hospitalisation complète. Parce que la demande de la diabéto, c'était pour une éducation thérapeutique sur l'hospitalisation complète. Je leur ai dit par contre, point de vigilance, est-ce que nos durées de séjour aujourd'hui dans nos services d'hospitalisation sont compatibles avec la mise en place de ce type de démarche sur de l'hospitalisation complète? Si c'est le cas, pas de problème, on l'identifie et on reconnaît et on avance. Si ce n'est pas le cas, alors travaillons sur des prises en charge ambulatoires ou travaillons avec la ville pour organiser les choses, mais ne venons pas faire de l'éducation thérapeutique si nos durées de séjour ne sont pas compatibles. Très bien, merci. Bonjour, donc Philippe Ben Saïd, je suis chef de service de pédiatrie et des urgences pédiatriques d'Argenteuil. Donc ma question, vous en doutez, va porter sur l'avenir de la pédiatrie hospitalière.
Donc, on sait que l'offre de soins pédiatriques à santé de l'enfant est très faible dans les territoires en général et particulièrement dans le nôtre. On sait qu'il n'y a pas de pédiatrie dans les cliniques privées. Et les urgences pédiatriques, notamment, je vais me focaliser un peu sur les urgences, représentent la variable d'ajustement du défaut de soins de l'ensemble du système. Est-ce que, et finalement, on a l'impression aussi, enfin, côté pédiatrique, la communauté se satisfait un petit peu de ce paradigme, de ça. Est-ce qu'on doit se satisfaire de ça, que tout le monde s'engouffre aux urgences pédiatriques? Est-ce qu'il ne faut pas vraiment repenser le système en sachant qu'en plus, il y a une grande faille actuellement dans les pédiatries hospitalières? On n'a jamais vu, de mémoire de vieux pédiatres, entre guillemets, une situation complètement inédite avec des fermetures en cascade d'urgences pédiatriques autour de nous, de plus en plus proches, Poissy, Pontoise, mais il y a eu Saint-Denis, le CHSF d'Evry, etc. Et des équipes de pédiatrie de plus en plus fragilisées. Donc on a l'impression d'être un îlot un peu d'un bastion de résistance dans des hôpitaux généraux. On pense que c'est un vrai, qu'on répond vraiment à des besoins de population, mais comment faire en sorte que, d'une façon très large, pas simplement Argenteuil, on puisse réfléchir, mettre en place des solutions, ne pas se sentir abandonné des pouvoirs publics. Merci. Alors, sur la question de l'abandon par les pouvoirs publics, je mettrai un joker, vous imaginez bien, parce que je ne représente que la direction de l'hôpital d'Argenteuil. Je ne pourrais pas parler au nom des pouvoirs publics de manière large. Par contre, je peux vous donner mon avis personnel sur la situation de la pédiatrie et sur la vision qu'on peut avoir de la pédiatrie. Je vais refaire un peu d'histoire sur la question de la pédiatrie, parce que je pense que c'est important pour comprendre, à mon sens, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en pédiatrie. L'histoire de la pédiatrie hospitalière, et notamment de la pédiatrie hospitalière de la périphérie. Je distingue bien l'AP-HP des centres hospitaliers périphériques. Ça a été de dire, puisque le centre de Paris n'est pas en capacité d'absorber la totalité de l'hyperspécialisation, on va demander au centre hospitalier périphérique d'aller s'hyperspécialiser. Et donc, on a vu émerger dans beaucoup de centres hospitaliers non AP-HP, et donc Argenteuil ne fait pas exception, une spécialisation d'un certain nombre de pédiatres dans un certain nombre de domaines. Donc, la neuropédiatrie, la gastro, l'endo, la dermato. Il y a un certain nombre de pédiatres qui se sont hyper spécialisés. Et donc, la difficulté de cette hyper spécialisation, c'est que, évidemment, ça nécessite de plus en plus de moyens en termes de temps humain. C'est-à-dire que là où une équipe avant était très généraliste et pouvait tourner avec un nombre limité de pédiatres, aujourd'hui, de par la spécialisation, et j'ai encore oublié l'oncologie pédiatrique, pour en prendre encore un autre exemple, nécessite 1,5 fois ou 2 fois plus de moyens, ce qui est légitime, puisque la patientèle, les enfants, ils sont pris en charge en périphérie. Il faut bien qu'il y ait des gens qui soient en capacité de les prendre en charge. Et la difficulté, c'est que de l'autre côté, on a des moyens de plus en plus rares. C'est-à-dire que les pédiatres hospitaliers, ça prend du temps à se former, et ils sont de moins en moins nombreux sur le marché de l'emploi. Et donc là, on a d'un côté une demande de plus en plus forte et une spécialisation de plus en plus forte, et donc un besoin de plus en plus fort, et de l'autre côté, des moyens de plus en plus faibles. Et avec une autre problématique, alors que nous n'avons pas à Argenteuil, mais que j'ai pu rencontrer dans d'autres établissements franciliens ou hors franciliens, c'est qu'à partir du moment où les pédiatres se spécialisent, ils ont nécessairement une file active à gérer en journée. Et donc la question de la prise des gardes aux urgences pédiatriques est de plus en plus compliquée à assumer. Parce que forcément, quand on prend une garde, il faut se reposer le lendemain puisque c'est le repos de garde. Et on ne peut pas assumer ses consultes, on ne peut pas forcément assumer l'hôpital de jour. Et donc, c'est compliqué dans l'organisation de la prise en charge. Et on a très peu de pédiatres spécialisés dans l'urgence pédiatrique. La plupart sont des pédiatres généralistes, puis spécialisés dans un domaine qui font de l'urgence. Et donc là, on est confronté à un problème. C'est que le flux des patients, lui, ne diminue pas aux urgences pédiatriques parce que on a de moins en moins de pédiatres en ville, puisqu'on a de moins en moins de pédiatres de formés. Comme on a de moins en moins de pédiatres en ville, les parents, à un moment donné, il faut bien qu'ils aillent à un endroit. Et donc, en général, ils vont là où il y a de la lumière, c'est-à-dire aux urgences. Et comme ils vont aux urgences, on a un flux de plus en plus important qui rend les gardes de plus en plus lourdes, de plus en plus compliquées. Et donc, qui les rend de moins en moins attractives. Et donc, à partir de là, on se retrouve avec une hyperspécialisation des pédiatres qui est légitime, puisque c'est le sens de l'histoire qu'on a demandé aux hôpitaux périphériques. De l'autre côté, un flux de plus en plus important aux urgences et une appétence de moins en moins forte. Et je le redis, ce n'est pas le cas aux urgences pédiatriques d'Argenteuil parce que pour le coup,
on est plutôt une exception. Mais en tout cas, une appétence de moins en moins forte de beaucoup de pédiatres à assumer des gardes sur le secteur des urgences de par leur lourdeur, et vous retrouvez dans ce qu'on appelle une cocotte minute, qui de temps en temps, et vous le savez très bien, Dr Ben Saïd, dans un certain nombre de services explose. Et on se retrouve, je l'ai vécu dans mon précédent établissement, avec un effectif qui doit être de 12 équivalents temps plein, qui s'est retrouvé à 2 équivalents temps plein. Par ce processus. Et je vous le dis, c'est un processus qui peut prendre 6 mois, voire 3 mois. C'est-à-dire que la bascule de j'ai un effectif temps plein à j'ai un effectif où il y a 80% des pédiatres qui sont partis, en 3 mois ou en 6 mois, ça peut arriver. Alors, je l'ai vécu. Nos voisins actuellement à Pontoise le vivent en ce moment, c'est un petit peu compliqué, donc on essaye également de notre côté. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des pédiatres d'Argenteuil. On leur apporte une solidarité conséquente en allant prendre des gardes, en acceptant un flux de 20 à 25% plus important sur nos urgences. On sait qu'on aura ces îlots de problèmes qui vont exister. Après, se pose la question que vous posez entre les lignes sans donner le nom, de savoir comment on arrive à gérer ce flux des urgences. Il y a 2 options. Soit on décide, et là moi je ne vais pas donner d'orientation, je pose les solutions, puis après on définira ensemble par territoire ce qui paraît à mon sens le plus cohérent. Soit on dit d'un côté, on demande au SAMU de faire de la régulation, c'est-à-dire que la régulation est accélérée par quelqu'un d'extérieur à l'hôpital, même si le SAMU est intégré dans un hôpital mais qui n'est pas dans le service des urgences. Soit on décide, et c'est un peu l'expérience qu'on a conduite sur le centre hospitalier d'Argenteuil pour les adultes, c'est finalement de dire, on sort le flux qui devrait normalement plutôt être pris en charge par la ville des locaux des urgences, on les met à l'extérieur pour ne pas perturber le flux des urgences et on essaie de voir quel profil de médecin est en capacité d'assumer ce flux qui doit plutôt relever de la ville. Ou, troisième option, lorsqu'on a des CPTS fortes ou des médecines de ville suffisamment dimensionnées pour absorber, c'est de trouver avec les maisons médicales de garde de la ville des moyens pour que ce flux ne soit pas sur le site de l'hôpital, mais soit vraiment à l'extérieur, avec une limite, avec 2 limites. La première, c'est qu'il faut vraiment que ça soit sur le site hospitalier très souvent, parce que les familles n'ont pas forcément envie de faire beaucoup de kilomètres pour aller en maison médicale de garde. Et la deuxième, c'est qu'il faut gérer la problématique financière des familles. On est notamment dans un territoire pas très favorisé. Le fait de devoir avancer les frais est un sujet qui est parfois un sujet qui rebute les familles pour aller en maison médicale de garde et préfèrent rester aux urgences. Après, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a une réponse unique à un problème partout. Je pense qu'il y a des solutions comme une boîte à outils et il faut trouver par territoire, en fonction de l'histoire du territoire, de la sensibilité des communautés médicales, la solution la plus adaptée qui permet, là pour le coup, c'est une évidence, de faire redescendre la pression sur l'hôpital parce que forcément, à un moment donné, une pression trop importante finira par faire exploser le système. Eh bien, merci à toutes et à tous pour cet entretien très riche, comme d'habitude. J'ai essayé d'y répondre de la manière la plus structurée possible. Alors, les personnes qui m'ont posé les questions pourront témoigner. Je ne connaissais là encore pas les questions, donc c'est vraiment des réponses en direct, avec la volonté d'être le plus sincère possible. Avec évidemment, lorsqu'on m'interroge sur la question des pouvoirs publics, je suis obligé d'avoir un devoir de réserve puisque c'est obligatoire, c'est mon métier. Mais je me suis quand même un peu mouillé, M. Ben Saïd, pour essayer de répondre au sujet. Donc on en est au numéro 5, en espérant un numéro 6 et encore quelques épisodes fructueux comme toujours. Merci à vous.